Le milliardaire rentra chez lui, abattu, et resta pétrifié en découvrant ce que la nouvelle gouvernante avait fait à ses enfants. L'homme qui avait tout, sauf une vie. Le moteur de la voiture de luxe se tut, mais Alexandre ne bougea pas. Ses mains restaient agrippées au volant avec une telle force que ses jointures étaient blanches, tendues, comme si lâcher le contrôle du véhicule signifiait perdre le contrôle de sa propre existence. Il prit une profonde inspiration, mais l'air climatisé de la voiture, avec son odeur artificielle de cuir neuf et de pain, ne parvenait pas à combler le vide qu'il ressentait dans sa poitrine. Il sortait d'une réunion qui avait duré 6 heures. Il avait conclu un accord qui assurerait l'avenir de son entreprise pour une décennie, une somme avec tellement de zéros qu'elle aurait fait tourner la tête à n'importe qui. Ses associés avaient débouché du champagne, lui avaient tapé dans le dos, lui avaient dit qu'il était un génie, un requin, le roi de la ville. Mais là, dans la solitude de son allée, face à l'immense manoir qu'il appelait sa demeure, Alexandre se sentait le plus pauvre des hommes. Il regarda la façade de la maison. Elle était imposante, parfaite et absolument terrifiante. Depuis 3 ans, depuis cet appel téléphonique qui lui annonça que sa femme ne reviendrait plus, cette maison s'était transformée en mausolée, un lieu de marbre froid, de longs silences et d'ombres qui s'étiraient trop tôt. Alexandre détestait rentrer. Il détestait ce moment précis où il franchissait la porte et où le seul son qui l'accueillait était l'écho de ses propres pas sur le parquet ciré. Il détestait voir ses 5 enfants, si petits, si fragiles, marcher dans les couloirs comme de petits soldats dans une caserne, toujours impeccables, toujours silencieux, toujours tristes. « Allez, Alexandre !» se murmura-t-il, desserrant le nœud de sa cravate qui lui serrait la gorge comme une corde. « Entre, dîne, donne-leur un bisou de bonne nuit et enferme-toi dans ton bureau. Demain sera un autre jour. » Il descendit de la voiture, traînant sa mallette comme si elle contenait des pierres. Le soleil de l'après-midi pesait lourd. Cette heure dorée que les photographes adorent, mais qui lui rappelait qu'un autre jour s'était enfui sans qu'il ait vu le soleil. Il marcha vers l'entrée principale, mais quelque chose l'arrêta. Un son. Il resta immobile, fronça les sourcils, confus. Qu'était-ce? Cela ressemblait à des cris. Son cœur fit un bond. La panique lui monta dans la gorge. Un accident. Quelqu'un s'était blessé. Dans cette maison, on ne criait jamais. La discipline imposée par sa belle-mère, Madame Dubois, et par les gouvernantes strictes précédentes, avait transformé le foyer en une bibliothèque perpétuelle. Mais alors, il tendit l'oreille. Ce n'étaient pas des cris de douleur, c'étaient des cris aigus, explosifs, chaotiques, c'étaient des rires. Alexandre sentit une étrange électricité lui parcourir le dos. Il ne se rappelait plus la dernière fois qu'il avait entendu un vrai éclat de rire sur sa propriété. Intrigué et avec une sensation étrange à l'estomac, au lieu d'entrer par la porte principale, il contourna la maison vers le jardin arrière. Ses chaussures italiennes craquèrent sur le gravier, mais le son des rires se faisait de plus en plus fort, mêlé au clapotis incontestable de l'eau. En tournant le coin, où les buissons parfaitement taillés laissaient place au grand jardin tropical, Alexandre s'arrêta net. La scène qui s'offrait à lui le frappa avec la force d'un train de marchandises. Il resta pétrifié, sa mallette glissant légèrement de ses doigts moites. Le jardin, habituellement un lieu de contemplation statique, s'était transformé en un champ de bataille de joie pure. Là se tenait-elle, Sophie, la nouvelle gouvernante brésilienne, qu'il avait engagée il y a à peine 2 semaines, presque par désespoir, car aucune autre ne supportait la rigueur de sa belle-mère. Mais la femme qu'il voyait maintenant ne ressemblait en rien à la domestique soumise qui lui servait son café le matin. Sophie se tenait au milieu de la pelouse, ses longs cheveux sombres collés à son visage par l'humidité. Sa robe en jean était trempée, et son tablier blanc n'avait plus rien de blanc. Elle tenait le tuyau d'arrosage comme un sceptre de pouvoir, et arborait un sourire qui illuminait plus que le soleil lui-même. Elle projetait de l'eau vers le ciel, créant des arcs de pluie artificiels qui brillaient comme des diamants dans l'air. Et devant elle, il y avait eux, ses enfants. Alexandre dut cligner des yeux plusieurs fois pour les reconnaître. Ils ne portaient pas les costumes amidonnés de lin que leur grand-mère insistait pour leur mettre. Ils étaient en t-shirt coloré, trempés de la tête aux pieds, leurs cheveux dégoulinants, leurs chaussures oubliées dans un coin. Ils couraient, sautaient, se poussaient, mais le plus frappant était leur visage. L'aîné, qui avait l'habitude de regarder par terre avec un sérieux effrayant pour ses 6 ans, sautait à bras ouverts, essayant d'attraper le jet d'eau dans sa bouche, riant à gorge déployée. Les jumeaux roulaient dans l'herbe mouillée, sans se soucier de la boue, sans se soucier des taches, et le petit Léo. Alexandre sentit son souffle se couper. Léo, qui parlait à peine, qui se cachait derrière les meubles quand des visiteurs arrivaient,
était juste devant Sophie, sautant comme un ressort, les yeux fermés, et un sourire si large qu'il semblait devoir lui fendre le visage de bonheur. « Encore de l'eau, Sophie !» criait-il. « Attention, voilà le monstre du lac !» répondait-elle d'un accent chantant, doux et ferme à la fois, dirigeant le jet d'eau vers leurs pieds pour les faire bondir. Alexandre ne pouvait pas bouger. Il était paralysé. Il regarda son propre costume bleu nuit, impeccable, sec, rigide. Il sentit le poids de sa montre en or à son poignet, et pour la première fois depuis des années, il ressentit une envie corrosive. Il n'enviait pas l'argent des autres, ni le pouvoir de ses rivaux. Il enviait la vie que cette femme simple, avec un tuyau en plastique et les pieds nus, avait réussi à injecter dans les cœurs gelés de ses enfants. Elle leur donnait quelque chose que lui, avec tous ses millions, n'avait pas pu acheter. L'enfance. L'eau volait, les gouttes brillaient dans l'air, et pendant un moment, la scène sembla se dérouler au ralenti devant les yeux du milliardaire. C'était une peinture de la Renaissance de pur bonheur, un contraste violent avec la grisaille de son âme. Alexandre sentit une larme, une seule, se former dans son œil, non de tristesse, mais d'une émotion qu'il ne savait pas nommer. C'était comme si l'eau qui les mouillait d'une certaine manière le lavait aussi, lui retirant la poussière du bureau, du deuil, de la solitude. Mais alors, la peur le saisit. Que se passerait-il quand il s'arrêterait? Que se passerait-il quand il le verrait? Lui, le père absent, l'homme en costume qui apportait toujours le silence, l'abîme entre l'or et la boue. Alexandre resta caché derrière l'ombre d'un grand palmier ornemental, incapable de rompre le sortilège, mais aussi incapable de le rejoindre. Il se sentait un intrus dans sa propre maison, un spectateur lointain du bonheur de son propre sang. Il observa Sophie attentivement. Il n'y avait en elle aucune trace de la froideur protocolaire des gouvernantes précédentes. Ces femmes avec des diplômes en éducation infantile qui traitaient les enfants comme des projets académiques. Sophie ne les gérait pas, elle les aimait. On le voyait dans la façon dont, même en leur lançant de l'eau, elle faisait attention à ce qu'elle ne leur entre pas dans les yeux pour les plus petits. On le voyait dans la façon dont elle s'abaissait pour être à leur hauteur, leur permettant de lui mouiller les cheveux, rompant cette barrière invisible d'autorité qui existait toujours entre adultes et enfants dans ce manoir. « Attaque de requin !» cria Sophie, et les 5 enfants coururent en cercle en criant d'excitation. Alexandre remarqua quelque chose qui lui serra le cœur. Ses enfants n'avaient pas peur de se salir. Pendant des années, la voix de sa belle-mère, Madame Dubois, avait résonné dans ses murs. « Ne cours pas, tu vas transpirer. Ne touche pas ça, tu vas te tacher. Un gentleman est toujours présentable. » Et lui, lâche ou simplement épuisé par la douleur, l'avait permis. Il avait laissé transformer ses enfants en poupées de vitrine. Mais maintenant, les voyant couverts de boue, avec les genoux verts d'herbe et les t-shirts collés au corps, il les trouvait plus beaux et plus réels que jamais. C'étaient des enfants, simplement des enfants. Soudain, le jet d'eau changea de direction à cause d'un mouvement brusque de l'un des jumeaux qui trébucha sur le tuyau, et un arc d'eau fut projeté au-delà de la pelouse, frappant directement les chaussures en cuir italien d'Alexandre. L'eau froide trempa ses chaussettes instantanément. Le contact le sortit de sa transe. Alexandre fit un pas involontaire en arrière, sortant de sa cachette. Le mouvement attira l'attention de Sophie. Elle tourna la tête, toujours souriante, mais le sourire se figea sur ses lèvres au moment où ses yeux croisèrent les siens. « Le patron » s'exclama-t-elle en baissant immédiatement le tuyau. Le silence tomba sur le jardin avec la lourdeur d'une dalle de béton. Il fut instantané et douloureux. Les rires furent coupés comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Les 5 enfants se tournèrent vers l'endroit où regardait Sophie. En voyant leur père debout, en costume sombre, avec sa mallette et un visage indéchiffrable, le changement dans leur langage corporel fut dévastateur pour Alexandre. Ils n'étaient plus les enfants libres de 5 secondes auparavant. Leurs épaules se rentrèrent. L'aîné s'essuya les mains sur son pantalon mouillé, essayant de paraître composé. Léo, le petit, se cacha derrière les jambes de Sophie, ne montrant qu'un œil craintif. Ils avaient peur de lui. Cette peur fit plus mal que la mort de sa femme. Elle fit plus mal que n'importe quel échec. Ses enfants le voyaient comme le juge, comme le bourreau de leur amusement. Ils attendaient la réprimande, ils attendaient le cri sur les vêtements chers ruinés. Sophie, cependant, fit quelque chose qui surprit Alexandre. Au lieu de s'écarter des enfants pour sauver son emploi, elle fit un pas subtil en avant, se plaçant presque comme un bouclier entre l'homme puissant et les petits mouillés. Elle était trempée, ses cheveux étaient un désordre, et elle savait qu'elle serait probablement renvoyée pour cela, mais elle leva le menton. Dans ses yeux sombres, il n'y avait pas de soumission. Il y avait une étincelle de défense féroce. « Monsieur Alexandre,
commença-t-elle, la voix un peu agitée par le jeu, mais ferme. Vous êtes arrivé tôt. Alexandre regarda ses chaussures mouillées, puis les petites figures effrayées de ses enfants. Il aurait voulu leur dire de ne pas s'arrêter. Il aurait voulu leur dire qu'ils étaient magnifiques. Il aurait voulu crier qu'il voulait aussi jouer. Mais les mots se coinçaient dans sa gorge, rouillés par des années de silence émotionnel. Son esprit d'entrepreneur analysa la situation. Vêtements ruinés, jardin inondé, chaos total. Mais son cœur de père criait autre chose. « Ils sont », commença Alexandre. Sa voix sonna rauque, étrange. Les enfants retinrent leur souffle. Sophie serra la prise du tuyau, prête à les défendre, prête à dire que c'était sa faute et de ne pas les punir eux. Complètement mouillé, termina Alexandre d'un ton neutre qui ne révélait rien. « Il fait très chaud, monsieur », répondit Sophie rapidement, avec cet accent doux qui adoucissait la tension. Les enfants avaient besoin de se dépenser. La maison était trop calme pour 5 heures qui battaient fort. La réponse de Sophie le désarma. Trop calme. Elle l'avait remarqué en 2 semaines. Elle avait compris que le silence de ce manoir n'était pas la paix, c'était du poison. Alexandre fit un pas sur la pelouse. Il sentit l'humidité traverser la semelle de ses chaussures chères, les ruinant irrémédiablement. Cela lui importait peu. Il s'avança vers eux. Lentement, comme on s'approche d'un animal blessé qui pourrait fuir. « Papa » demanda l'aîné d'une voix faible, tremblant non pas de froid, mais d'attente de la réprimande. « Je suis désolé, on a glissé. » Le mensonge pieux de l'enfant pour éviter le conflit lui brisa le cœur à Alexandre. « Tu n'as pas glissé, mon garçon », dit Alexandre doucement, en regardant fixement Sophie dans les yeux. « Tu t'amusais. » La tension dans l'air était si dense qu'on aurait pu la couper. Sophie le regardait avec curiosité, essayant de déchiffrer cet homme qui semblait fait de pierre, mais qui avait les yeux pleins de tempête. Elle ne baissa pas sa garde. Elle savait comment fonctionnaient les riches. D'abord le calme, puis le licenciement fulminant. « Si vous êtes dérangé, adressez-vous à moi », dit Sophie, interrompant le silence avec un courage qui stupéfia Alexandre. « C'est moi qui ai ouvert le tuyau. C'est moi qui leur ai dit de sauter. Ce ne sont que des enfants qui jouent à être enfants. Ils ne méritent pas qu'on leur crie dessus pour être heureux. » Alexandre la regarda. Il la regarda vraiment. Il vit les gouttes d'eau sur ses cils, les vêtements simples collés à son corps, l'immense dignité qui émanait d'elle. Elle était l'antithèse de tout ce qui entourait sa vie. Elle était imparfaite, bruyante et désordonnée. Et c'était exactement ce qui manquait à cet endroit. Il était sur le point d'ouvrir la bouche, sur le point de dire quelque chose qui changerait la dynamique de cet après-midi, être sur le point de la remercier. Quand le son aigu d'une porte s'ouvrant violemment, brisa le fragile lien qui se formait. Mais qu'est-ce que cela signifie? La voix criarde et autoritaire de Madame Dubois résonna depuis la terrasse, faisant fuir les oiseaux des arbres. La magie se brisa en 1000 morceaux. Les enfants se recroquevillèrent automatiquement, baissant la tête. L'éclat dans les yeux de Léo s'éteignit instantanément. Alexandre ferma les yeux une seconde, sentant une fureur lui monter dans l'estomac. Le monde réel, le monde des règles et du statut, venait de faire irruption à nouveau, menaçant de sécher la maigre joie qui venait de germer dans ce jardin. En ouvrant les yeux, il vit sa belle-mère descendre les escaliers comme une tempête, pointant du doigt d'un doigt accusateur vers Sophie. Le conflit venait de commencer, et Alexandre savait avec une certitude absolue qu'il ne pouvait plus rester un spectateur. Le silence imposait. Madame Dubois descendait les marches de pierre de la terrasse, non pas comme une grand-mère allant saluer ses petits-enfants, mais comme une générale entrant dans un champ de bataille où ses troupes avaient perdu leur contenance. Le son de ses talons frappant la pierre sèche résonnait avec un rythme martial agressif, brisant l'atmosphère tropicale que Sophie avait créée à peine quelques secondes auparavant. Alexandre sentit un nœud familier dans son estomac. C'était cette sensation d'étouffement qui accompagnait toujours sa belle-mère. Depuis la mort de sa femme, Augusta s'était installée dans la maison d'amis sous le prétexte d'aider, mais en réalité, elle avait pris le contrôle absolu de la routine familiale, imposant un deuil perpétuel et gris sur une maison qui criait au besoin d'un peu de couleur. « Éteins ça immédiatement !» hurla Augusta, sa voix chargée d'un mépris viscéral. Sophie, qui tenait toujours le tuyau, réagit par instinct, non par peur de la femme, mais à cause du ton violent qui avait fait frissonner le petit Léo et lâcher sa jambe. Elle tourna la clé de passage de la buse, coupant l'arc d'eau. Le silence qui suivit fut assourdissant. Il n'y avait plus de rire, plus le son de l'eau frappant les feuilles de bananier. On n'entendait que la respiration haletante des enfants et le son lointain du trafic de la ville, leur rappelant que la magie était terminée. Augusta arriva jusqu'à la pelouse, s'arrêtant juste avant de marcher sur l'herbe mouillée.
Elle regarda ses propres chaussures de créateur avec préoccupation, puis leva les yeux vers le groupe avec une moue de dégoût absolu. « Regardez-vous » cracha-t-elle, balayant du regard les 5 enfants. « Vous ressemblez à des animaux. Vous ressemblez à des enfants des rues. » Les enfants, qui quelques secondes auparavant étaient pleine vitalité, se recroquevillèrent physiquement. Ce fut une transformation douloureuse à voir. Ils redressèrent les épaules, baissèrent le menton et joignirent les mains, adoptant la posture rigide qui leur avait été inculquée de force. La joie s'évapora de leur visage, remplacée par une culpabilité qu'aucun enfant de cet âge ne devrait connaître. « Grand-mère, nous seulement » tenta d'expliquer l'aîné d'une voix tremblante. « Silence » interrompit Augusta en levant une main pleine d'anneaux. « Je ne veux pas entendre d'excuses. Regarde ces vêtements. As-tu idée de ce que coûte cette chemise? Sais-tu que cette marque est importée exclusivement d'Europe? Et maintenant ?» Elle pointa une tache de boue sur le genou de l'enfant. « C'est de la camelote, des chiffons sales. » Alexandre observa la scène, sentant le sang lui monter aux joues. Il voulait intervenir. Il voulait crier qu'il se fichait des vêtements, qu'il pouvait acheter 1000 autres chemises, mais qu'il ne pouvait pas acheter le rire qu'il venait d'entendre. Cependant, les vieilles habitudes de sa soumission face à la mère de son épouse décédée le maintenaient ancré. Il se sentait coupable, coupable de ne pas être là, coupable de la mort de sa femme. Et Augusta savait comment toucher cette corde de la culpabilité avec une maîtrise chirurgicale. Alors la vieille dame fixa son regard sur Sophie. Si le regard vers les enfants avait été de déception, le regard vers la gouvernante était de pure haine de classe. Augusta marcha vers le robinet principal de l'eau, encastré dans le mur de la maison. D'un mouvement brusque et théâtral, elle tourna la manivelle avec force, coupant l'approvisionnement général du jardin. Comme si par ce geste, elle étranglait la source même du bonheur. « C'est fini le cirque », dit Augusta sèchement. À l'intérieur maintenant, tout le monde. Les enfants hésitèrent. Ils regardèrent Sophie cherchant la permission, cherchant la protection. Sophie, malgré le fait d'être trempée et face à une femme qui la méprisait clairement, leur adressa un sourire doux, presque imperceptible, en acquiesçant de la tête. « Allez mes amours, allez vous sécher avant d'avoir froid », murmura Sophie. Sa voix fut un baume, mais Augusta l'interpréta comme un défi. « Ne leur donne pas d'ordre », cria l'ancienne en s'approchant dangereusement de la gouvernante. « Tu n'es pas leur mère, tu n'es personne, tu es le service, et tu viens de prouver que même pour ça, tu ne sers à rien. » Alexandre vit Sophie serrer la mâchoire. Il vit ses mains rougies par l'eau froide se fermer en poing sur les côtés de son tablier mouillé, mais elle ne répondit pas. Elle garda la tête haute avec une dignité qui contrastait violemment avec l'hystérie de la femme riche. Alexandre appela Augusta en se tournant vers lui sans même le regarder, présumant de son obéissance. « J'espère que tu as préparé la liquidation de cette petite femme. Je ne veux pas la voir dans cette maison 1 minute de plus après qu'elle ait nettoyé le désastre qu'elle a fait. » La phrase resta en suspens dans l'air humide du crépuscule. Licenciement, encore, la 5e gouvernante en 6 mois. Alexandre regarda ses enfants qui marchaient en file indienne vers la maison, traînant les pieds, la tête basse comme des prisonniers de guerre. Et puis il regarda Sophie, seule au milieu du jardin, trempée, jugée et condamnée pour le crime de les avoir fait rire. L'humiliation publique, l'ordre d'Augusta d'entrer dans la maison ne fut pas la fin. Ce fut seulement le début du jugement sommaire. La vieille dame n'avait aucune intention de laisser passer le moment sans donner une leçon morale, non seulement à la domestique, mais à son gendre. Elle s'arrêta sur la terrasse couverte, obligeant tout le monde à rester dans cet espace intermédiaire entre le jardin et la sécurité de l'intérieur. Sophie monta les marches lentement, laissant une traînée de traces mouillées sur le sol en travertin. Augusta pointa le sol avec une horreur théâtrale. « Regarde ce que tu fais, tu salis tout » hurla Augusta, portant une main à sa poitrine comme si elle souffrait d'une crise cardiaque. « Tu n'as pas le moindre sens de la décence. D'où te sortent-ils? De la jungle. Parce que seule une sauvage agirait ainsi dans une maison décente. »« Madame Dubois, je vous en prie, » intervint Alexandre enfin, faisant un pas en avant. Sa voix sonna fatiguée, mais il y avait un tranchant d'avertissement en elle. « Il n'est pas nécessaire d'insulter. »« J'insulte, Alexandre, pour l'amour de Dieu. Ouvre les yeux. Cette femme a pris tes enfants, mes petits-enfants, héritiers d'un nom respectable, et tu les as barbouillés dans la boue comme s'ils étaient des cochons. Et tu me dis que j'insulte ?» Augusta s'approcha de Sophie, envahissant son espace personnel. La gouvernante était plus grande et plus jeune, mais la vieille dame utilisait son statut comme une arme qui la faisait paraître géante. « Je te paie pour qu'ils prennent soin d'eux », siffla Augusta, crachant les mots au visage de Sophie. « Je te paie pour qu'ils restent propres, qu'ils étudient, qu'ils apprennent les bonnes manières,
pas pour que tu transformes mon jardin en un parc aquatique de quartier. Qui te crois-tu pour pouvoir rompre les règles parce qu'elle t'aime bien? Sophie prit une profonde inspiration. L'eau dégoulinait de ses cheveux sur ses épaules. Elle aurait pu se sentir petite. Elle aurait pu pleurer comme l'ont fait les gouvernantes précédentes. Mais Sophie pensa à Léo. Elle pensa au premier mot que le garçon avait prononcé en des années, « maman de l'eau ». Et cela lui donna une force qu'Augusta ne pouvait pas comprendre. « Avec tout mon respect, madame », dit Sophie d'une voix claire et ferme, regardant Augusta droit dans les yeux, rompant la règle non écrite de baisser la vue. Les enfants ne sont pas des trophées, ce ne sont pas des poupées à exposer sur une étagère, ce sont des enfants. Et les enfants ont besoin de jouer, ils ont besoin de se salir pour comprendre le monde. Comment oses-tu? Augusta recula d'un pas, choquée par la réplique. Insolente, les vêtements se lavent, madame, continua Sophie, ignorant l'interruption, parlant maintenant plus à Alexandre qu'à la vieille dame. La boue sort avec de l'eau et du savon. Mais la tristesse qu'ont ces enfants dans les yeux, elle ne sort pas en frottant, elle se guérit avec des rires. Et si je dois me mouiller et ruiner une robe pour que Léo reparle, je le ferai 1000 fois. Le nom de Léo résonna sur la terrasse. Alexandre sentit un frisson. Elle avait raison. Elle avait une raison dévastatrice et absolue. Augusta, cependant, était aveuglée par la colère. Pour elle, la mention de la tristesse était une attaque directe contre sa gestion familiale. Elle devint rouge de fureur. « Tais-toi! Tais-toi immédiatement! Égal !» hurla Augusta, perdant complètement le composteur élégant dont elle se vantait tant. « Tu n'as pas le droit de mentionner leur nom. Tu es une simple employée de maison. Tu es remplaçable. Tu n'es rien. » Augusta se tourna vers Alexandre, tremblant de rage, pointant Sophie d'un doigt accusateur qui ressemblait à une condamnation à mort. « Alexandre, ça s'arrête ici. Soit tu la renvoies sur le champ et tu la sors de ma vue. Soit je te jure par la mémoire de ma fille que je te ferai vivre un enfer. J'appellerai mes avocats. Je dirai que tu n'es pas apte à t'occuper d'eux, que tu laisses les enfants entre les mains de déséquilibrés qui les mettent en danger physique. Regarde-les, ils sont trempés. Ils pourraient attraper une pneumonie. » La menace était directe et brutale. La garde des enfants, le point faible d'Alexandre. Augusta avait des contacts, elle avait son propre argent, et elle avait la cruauté nécessaire pour se battre devant les tribunaux. Les enfants regardaient leur père de leurs yeux écarquillés, retenant leur souffle. Ils savaient ce qui allait arriver. C'était toujours la même chose. Papa baisserait la tête, grand-mère gagnerait, et la bonne gouvernante partirait pour toujours. Le cycle se répéterait. Alexandre regarda Sophie. Elle ne le regardait pas avec supplication. Elle ne lui demandait pas de la sauver. Elle le regardait avec une étrange compassion, comme si elle avait pitié de lui, de cet homme riche qui était prisonnier dans son propre château. « Monsieur Alexandre, » dit Sophie doucement, rompant la tension, « vous n'avez pas besoin de vous battre avec votre famille pour moi. Je peux aller faire mes valises. Je ne veux pas causer de problème. » Cette humilité, cette disposition à se sacrifier pour lui éviter un conflit, fut la goutte qui fit déborder le vase, mais pas de la manière qu'Augusta espérait. Augusta sourit triomphalement, se croisant les bras, attendant le dénouement final. « Tu vois, Alexandre, même elle sait qu'elle n'a pas sa place ici. Paie-lui sa journée et qu'elle dégage. Et toi ?» Elle regarda Sophie. « Assure-toi de ne rien voler en partant. Il faut toujours vérifier les sacs des gens comme toi. » Ce dernier commentaire fut gratuit, venimeux et bas. C'était un coup bas destiné à l'humilier jusqu'au bout. Sophie baissa la tête, se mordant la lèvre pour ne pas pleurer devant l'injustice. Alexandre sentit une chaleur intense dans sa poitrine. Ce n'était pas la chaleur du soleil tropical, c'était le feu de la honte personnelle et de l'indignation des autres. Il regarda son fils Léo, qui s'était détaché de la main de son frère aîné, et faisait des petits pas hésitants vers Sophie à nouveau, ignorant sa grand-mère. Le milliardaire serra les poings. L'image de ses enfants heureux se heurtait violemment à l'image de sa belle-mère distillant du poison. Quelque chose devait se briser. Et Alexandre savait que s'il laissait Sophie partir aujourd'hui, ce qui se briserait pour toujours serait la dernière chance de sauver sa famille. Mais Augusta était toujours là, puissante et menaçante, attendant son obéissance. Le silence s'allongea, tendu comme une corde de violon. Sur le point d'exploser le cri du silence, l'air sur la terrasse était devenu irrespirable. Alexandre mit la main dans la poche intérieure de sa veste, un mouvement automatique qu'il avait répété 1000 fois dans sa vie d'entrepreneur. Chercher le chéquier pour résoudre un problème. Augusta, en voyant le geste, esquissa un sourire de satisfaction froide et calculatrice. Pour elle, la victoire était assurée. L'ordre serait rétabli, les ordures seraient sorties, et la maison retrouverait son silence immaculé et sépulcral. Sophie vit le mouvement d'Alexandre.
et comprit le message sans avoir besoin de mots. Ses épaules, qui jusqu'à ce moment avaient supporté le poids de la dignité contre les insultes de la vieille dame, tombèrent finalement. Elle n'allait pas supplier. Elle savait que dans le monde des riches, la vérité perdait toujours contre les apparences. « Pas besoin du chèque, monsieur », murmura Sophie, la voix brisée par le nœud dans sa gorge, s'essuyant une larme traîtresse avec le dos de sa main mouillée. « Laissez-moi juste leur dire au revoir. » Alexandre ouvrit la bouche pour parler, mais les mots se coinçaient. Il ressentait une profonde nausée morale. Il était sur le point de commettre une injustice, il le savait. Mais l'habitude d'obéir à Augusta et la peur de perdre la garde de ses enfants le paralysaient. Sophie se tourna lentement vers les 5 enfants qui restaient groupés comme des poussins effrayés sous l'ombre de l'auvent. Elle leur sourit, un sourire triste et aqueux, plein d'un amour qui avait à peine eu le temps de fleurir, mais qui était déjà profond. « Comportez-vous bien, mes princes », murmura-t-elle, « et n'oubliez jamais comment faire la pluie. » Ce fut alors que cela se produisit. Léo, le petit de 3 ans, l'enfant qui vivait dans son propre monde depuis les funérailles de sa mère, l'enfant que les psychologues avaient étiqueté de diagnostics complexes et pour lequel Alexandre avait dépensé des fortunes en thérapies inutiles, se détacha brusquement de la main de son frère aîné. Ses petits pieds nus et mouillés frappèrent le sol en travertin d'un son rythmique et désespéré. Plap, plap, plap. Il courut. Il ne courut pas vers son père. Il ne courut pas vers sa grand-mère. Il courut de toutes ses forces vers la femme qui était expulsée. Il se jeta contre les jambes de Sophie, l'embrassant avec une telle force qu'il faillit la faire perdre l'équilibre. Il enfouit son petit visage dans le tablier trempé, sanglotant avec une angoisse qui déchirait l'âme. Et puis le silence de 3 ans se rompit. Non. Le cri fut guttural, rauque, comme s'il sortait du plus profond d'un puits. « Ne pars pas, maman. » De l'eau. Le temps s'arrêta. Littéralement, le chèque qu'Alexandre avait commencé à sortir glissa de ses doigts et tomba au sol, voletant inutilement jusqu'à atterrir dans une flaque d'eau. Il resta pétrifié, la main encore étendue en l'air, sentant son cœur s'arrêter pendant une seconde. Il avait bien entendu. Alexandre regarda son fils Léo. Son petit Léo, qui n'avait pas prononcé un seul mot, ni papa, ni lait, ni douleur, depuis le jour où sa femme était morte. Cet enfant qui regardait le vide pendant les dîners criait maintenant, agrippé à une étrangère, se battant pour elle, comme si sa vie en dépendait. « Maman, de l'eau, reste !» cria de nouveau l'enfant, levant son visage baigné de larmes vers Sophie. Sophie tomba à genoux sur le sol, sans se soucier de l'impact contre la pierre dure. Elle serra l'enfant dans ses bras mouillés et éclata en sanglots avec lui. Ce n'étaient pas les pleurs d'une employée licenciée. C'étaient les pleurs d'un soulagement pur, d'une connexion humaine qui avait réussi le miracle impossible. « Je suis là, mon amour, je suis là !» sanglotait-elle, embrassant la tête mouillée de l'enfant. Léo avait parlé. Monsieur Alexandre. Léo avait parlé. Alexandre sentit ses jambes flageoler. Il dut s'appuyer contre une colonne de marbre pour ne pas tomber. Tout l'argent du monde, tous les meilleurs spécialistes de la ville, tous les jouets chers, rien n'avait fonctionné. Et cette femme, avec un tuyau d'arrosage et un cœur ouvert, avait débloqué la voix de son fils en 2 semaines. Les 4 autres frères, en voyant Léo parler, rompirent les rangs. Le protocole d'Augusta s'effondra. Ils coururent vers Sophie et Léo, créant une montagne de câlins, de pleurs et de rires nerveux au sol de la terrasse. C'était un tableau de chaos émotionnel absolu, une rébellion d'amour contre la froideur de la maison. Alexandre regarda la scène à travers un rideau de larmes qu'il ne pouvait plus contenir. Pour la première fois depuis des années, il voyait la vie. Il voyait sa famille vivante, mais tout le monde ne voyait pas un miracle. À quelques mètres de là, Madame Dubois observait la scène avec une expression d'horreur absolue. Elle ne semblait pas émue par la voix de son petit-fils, elle semblait offensée par le désordre. Ses yeux balayaient avec dégoût l'étreinte collective, ne voyant que des germes, un manque d'éducation et une menace directe à son autorité. Pour elle, que l'enfant parle n'était pas aussi important que le fait qu'il embrassait la domesticité. Les choix du père, le son des pleurs et des rires des enfants remplissaient la terrasse, mais fut brutalement coupé par le bruit des paumes d'Augusta se frappant l'une l'autre, un applaudissement sec et autoritaire conçu pour rappeler à l'ordre les chiens ou les serviteurs. « Ça suffit! Assez de théâtre !» hurla Augusta, en faisant un pas en avant avec fureur. « C'est ridicule. » La vieille dame se pencha sur le groupe au sol, ignorant la magnitude du moment, et attrapa Léo par le bras avec ses doigts osseux et pleins d'anneaux. Elle le tira brusquement, essayant de l'arracher des bras de Sophie. « Lâche-le immédiatement !» cria Augusta à la gouvernante. « Tu le confonds. Tu lui laves le cerveau. »
Lève-toi, Leonardo, comporte-toi comme un petit homme, et arrête de pleurer avec cette... » Léo hurla de douleur et de peur en sentant l'attraction, s'agrippant encore plus au tissu mouillé de la robe de Sophie. « Non, mauvaise grand-mère !» cria l'enfant. Une phrase nouvelle, claire et dévastatrice. Augusta devint rouge de colère. La désobéissance frontale était quelque chose qu'elle ne tolérait pas. Elle leva sa main libre, ouverte, prête à donner une gifle, peut être à Sophie, peut être à l'enfant, pour couper l'hystérie à la racine. « Je t'ai dit de le lâcher !» rugit la vieille dame, mais sa main ne baissa jamais. Dans une fraction de seconde, une main beaucoup plus grande et plus forte intercepta le poignet d'Augusta en l'air. La prise était ferme comme l'acier, arrêtant le coup net. Augusta se tourna surprise et se retrouva face aux yeux d'Alexandre. Mais ce n'étaient plus les yeux du gendre soumis qui baissait la tête pour éviter les conflits. C'étaient les yeux d'un lion qui venait de se réveiller et de trouver une hyène attaquant ses petits. Il y avait une obscurité dangereuse dans son regard, une froide fureur qu'Augusta n'avait jamais vue auparavant. « Ne la touche pas », dit Alexandre. Il ne cria pas. Sa voix était un murmure bas, guttural, beaucoup plus terrifiant que n'importe quel cri. Augusta essaya de libérer son poignet, mais Alexandre ne céda pas d'un millimètre. « Alexandre, tu es devenu fou », siffla-t-elle en essayant de retrouver sa posture dominante. « Lâche-moi, cette femme manipule ton fils. C'est de la sorcellerie émotionnelle. Regarde ce spectacle. C'est dégradant. Ton fils parle comme un sauvage enlacé à la servante par terre. » Alexandre lâcha le poignet de sa belle-mère d'une poussée de mépris, la faisant reculer de quelques pas en titubant sur ses coûteux talons. Il ne lui répondit pas immédiatement. Il marcha vers l'endroit où se trouvaient Sophie et les enfants. Il s'accroupit. Il ne se soucia pas que ses pantalons de costume à 1000 € touchent le sol mouillé et sale. Il se mit à genoux à la même hauteur qu'eux. Sophie le regarda avec crainte, protégeant toujours Léo, attendant la réprimande finale. Mais Alexandre tendit la main, non pas pour pointer, non pas pour renvoyer. Avec une tendresse qui tremblait dans ses doigts, il toucha la joue de Léo, essuyant une larme. « Je t'ai entendu, champion », dit Alexandre d'une voix brisée. « Je t'ai entendu. » Puis il leva les yeux vers Sophie. Leurs yeux se croisèrent à quelques centimètres. Il put voir la fatigue, la peur, mais surtout l'immense amour qu'elle avait dans le regard. « Pardon », murmura Alexandre, et ce seul mot pesa plus que tout l'or de son compte en banque. Pardon d'avoir été aveugle. Il se leva lentement, se sentant plus grand et plus fort que jamais. Il se retourna pour faire face à Augusta, interposant son corps entre la vieille dame et sa famille. Oui, sa famille. Car à cet instant, Sophie était plus famille que la femme qui partageait son sang politique. « Tu vas retourner dans ta maison d'amis, Augusta », dit Alexandre d'une voix calme et létale. « Qu'as-tu dit » demanda Augusta bouche bée, incapable de comprendre la rébellion. « Alexandre, tu ne sais pas ce que tu fais. Es-tu fatigué? Es-tu stressé? Demain, tu te rendras compte que j'ai raison. Cette femme part aujourd'hui. »« Cette femme » dit Alexandre en pointant Sophie sans la regarder, gardant les yeux fixés sur sa belle-mère, « a fait en 15 jours ce que toi et ta discipline n'avaient pas pu faire en 3 ans. Elle m'a rendu mon fils. » Alexandre fit un pas vers Augusta, la forçant à reculer vers la porte. « Tu dis qu'ils ressemblent à des animaux parce qu'ils sont sales. Tu dis que c'est dégradant. » Alexandre lâcha un rire sec, sans humour. « Je les vois et pour la première fois, je vois des enfants. J'ai dépensé une fortune en école d'élite, en vêtements de marque, en maintenant cette maison parfaite pour te plaire. Et tout cela n'a servi qu'à remplir cette maison de silence et de douleur. Je le fais pour leur bien, cria Augusta, désespérée de voir qu'elle perdait le contrôle. Je le fais pour la mémoire de ma fille. Elle ne voudrait pas les voir ainsi. N'ose pas utiliser son nom, rugit Alexandre, et le cri résonna dans les murs du manoir, faisant trembler la vieille dame. Ma femme aimait la vie. Elle aimait rire. Tu as transformé son souvenir en une prison pour mes enfants. Mais c'est fini aujourd'hui. » Alexandre desserra le nœud de sa cravate et l'enleva, la jetant au sol comme on se débarrasse d'une chaîne. Sophie ne part pas. Si quelqu'un est de trop dans cette équation du bonheur, Augusta, c'est bien toi. La déclaration tomba comme une bombe. Augusta pâlit. La menace implicite était claire. Son règne de terreur avait pris fin. « Tu vas le regretter, Alexandre », menaça-t-elle, la voix tremblante de rage. « Quand cette clocharde te volera jusqu'à la petite cuillère, ne viens pas pleurer auprès de moi. Je te prendrai les enfants. Les tribunaux sauront que tu as une folle qui s'occupe d'eux. »« Essaie » défia Alexandre, s'approchant si près qu'Augusta put sentir son eau de Cologne mélangée à la sueur de la tension. « Essaie de me prendre mes enfants maintenant, que je sais ce dont ils ont besoin. Appelle tes avocats, dépense ton argent, mais ne pose plus jamais un doigt sur eux,
et n'insulte plus jamais la femme qui les a sauvés. Retire-toi maintenant. Augusta regarda Alexandre, puis regarda les enfants qui observaient maintenant leur père avec une admiration nouvelle, les yeux brillants. Elle réalisa qu'elle avait perdu, non pas par manque d'argent, mais parce que sa monnaie d'échange, la peur, n'avait plus de valeur ici. Elle fit demi-tour avec un reniflement de mépris et s'en retourna en tapant furieusement du talon vers l'intérieur de la maison, promettant vengeance à chaque pas. Quand la porte se referma derrière elle, l'air de la terrasse changea. Il devint léger. Alexandre se retourna vers le groupe au sol. Ses enfants le regardaient avec expectative. Sophie le regardait comme si elle voyait un homme nouveau. Alexandre regarda son costume ruiné, ses chaussures en cuir détruites par l'eau et sourit. Un vrai sourire. « Bon », dit Alexandre en regardant Léo. « Tu disais quelque chose à propos de maman O ». L'enfant hocha timidement la tête. Alexandre regarda le tuyau d'arrosage jeté sur l'herbe qui goûtait encore un peu. « Je crois que papa a aussi besoin d'une douche », dit-il. Et pour la première fois depuis 3 ans, il déboutonna les boutons de sa chemise, non pas pour dormir, mais pour vivre. La rébellion de l'eau, la menace d'Augusta, restait flottant dans le couloir comme un nuage toxique. Mais sur la terrasse, le soleil commençait à se coucher, baignant tout d'une lumière dorée et chaude. Alexandre, l'homme qui dirigeait des empires financiers d'une main de fer, était là, debout, pieds nus, la chemise de soie blanche collée à sa poitrine par la sueur et l'humidité, tenant le tuyau d'arrosage comme si c'était l'épée Excalibur. Les enfants le regardaient en silence absolu. Leurs yeux allaient du tuyau au visage de leur père. Jamais, jamais dans leur courte vie, ils n'avaient vu Alexandre faire quoi que ce soit d'incorrect. Papa était les règles. Papa était « assieds-toi droit ». Papa était « silence, je travaille ». Papa, demanda l'aîné. Lucas, avec prudence, comme s'il craignait que tout ne soit qu'un piège élaboré. Alexandre regarda son fils, vit le doute dans ses yeux et ressentit une pointe de douleur. Il avait construit un mur si haut autour de lui que ses propres enfants ne savèrent pas comment l'escalader. Il regarda Sophie. Elle était immobile, les mains jointes sur la poitrine, l'observant avec une intensité qui le déshabillait l'âme. Il n'y avait aucun jugement en elle, juste une attente pleine d'espoir. « Sophie a dit que l'eau guérit la tristesse », dit Alexandre d'une voix rauque. « Voyons si c'est vrai. » Sans préavis, Alexandre leva le pouce sur la buse du tuyau et tira un jet d'eau doux en arc qui tomba directement sur la tête de Lucas. L'enfant cligna des yeux, surpris. Il toucha ses cheveux mouillés, regarda sa main, puis regarda son père. Un sourire lent, incrédule, se dessina sur son visage. « À l'attaque !» cria Alexandre, perdant son sang-froid pour la première fois depuis une décennie. Le cri fut le signal. Le chaos éclata à nouveau, mais cette fois, l'énergie était différente. Ce n'était pas seulement du plaisir, c'était de la libération. Les 5 enfants se jetèrent sur leur père. Il n'y avait pas de peur. Le mur était tombé. Léo courait en criant avec sa nouvelle voix retrouvée, trébuchant sur les longues jambes d'Alexandre, qui se laissait tomber à terre exprès pour que les petits puissent le vaincre. Le milliardaire roula dans l'herbe, tachant sa chemise de lin de terre et de chlorophylle. Il sentait l'eau froide sur son dos, la boue sur ses mains, et pour la première fois depuis qu'il avait enterré sa femme, il sentit qu'il pouvait respirer. Sophie resta à l'écart un moment, se mordant la lèvre pour contenir son émotion. Voir cet homme puissant, habituellement si froid et distant, transformé en grand enfant, se roulant par terre pour faire rire ses enfants, était la plus belle image qu'elle ait jamais vue. Soudain, un jet d'eau la frappa à l'épaule. « Ne crois pas que tu es sauvée, maman. »« De l'eau !» cria Alexandre depuis le sol avec Léo grimpé sur son dos. Sophie rit, un rire sonore et pur, et courut pour se joindre à la bataille. Pendant les 20 minutes suivantes, il n'y eut pas de classe sociale, pas de dette de douleur, pas de grand-mère tyrannique. Il n'y eut qu'une famille brisée essayant de se recoller avec de l'eau et des rires. Quand le soleil se cacha enfin et que l'air commença à se refroidir, ils finirent tous étendus sur la pelouse, haletants, trempés et sales. Alexandre était allongé sur le dos. Regardant les premières étoiles, il avait Léo endormi sur sa poitrine, épuisé par l'émotion. « Monsieur !» murmura Sophie, assise à quelques mètres, essorant le bord de sa robe. « Madame Dubois, elle ne plaisantait pas. Elle va revenir, et elle va revenir en force. » La mention du nom de sa belle-mère ramena Alexandre à la réalité. Mais cette fois, il ne ressentit pas le poids écrasant de l'anxiété. Il ressentit une froide détermination. « Qu'elle revienne !» dit Alexandre sans détourner les yeux du ciel. « Qu'elle amène ses avocats, ses juges et tout son cercle social. » Il se redressa lentement, prenant soin de ne pas réveiller Léo.
Il regarda Sophie, le visage sale de boue, mais avec un regard de gratitude infinie. Pendant 3 ans, j'ai laissé cette femme gouverner cette maison parce que j'étais trop occupé à avoir pitié de moi-même. Je pensais qu'elle savait ce qui était le mieux pour eux, parce qu'elle était une femme, parce qu'elle était grand-mère. Aujourd'hui, Alexandre caressa le dos de son fils endormi. Aujourd'hui, j'ai réalisé qu'elle ne voulait que des poupées parfaites. Toi, tu leur as donné la vie. Alexandre se leva, portant Léo avec facilité. Sophie, je ne vais pas te licencier. Je vais doubler ton salaire, et à partir d'aujourd'hui, tu as l'autorité finale sur ce que font les enfants. Si Augusta veut donner son avis, elle devra passer par moi. Je ne le fais pas pour l'argent, monsieur, répondit-elle doucement, se levant également. Mais merci. Je sais, acquiesça-t-il. C'est ça qui effraie Augusta, qu'on ne puisse pas l'acheter. Alors qu'ils entraient dans le manoir, laissant une traînée d'eau et de boue sur les tapis persans, chose qui aurait provoqué un infarctus à la grand-mère, Alexandre savait que la guerre ne faisait que commencer, mais en regardant ses enfants sales et heureux, il sut que c'était une guerre qu'il était prêt à gagner. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans la maison d'amis, Augusta était déjà au téléphone avec une coupe de Xérès à la main et un sourire venimeux sur les lèvres. « Oui, docteur. Je veux modifier le testament et je veux que tu fasses enquêter sur cette femme. Trouve quelque chose de sale et si tu ne trouves rien, invente-le. Je veux qu'elle sorte de cette maison menottée. » L'école de la vie, la transformation. 2 semaines passèrent, 14 jours qui transformèrent le manoir d'un mausolée en une maison. La transformation ne fut pas magique, ce fut une bataille quotidienne de petits gestes. Alexandre, l'homme qui avait l'habitude de rentrer chez lui à 21 quand les enfants dormaient déjà, commença à faire quelque chose d'inédit, délégué. Il commença à quitter le bureau à 17. Ses associés étaient déconcertés. Ses secrétaires murmuraient « Le requin de la finance part tantôt ». Un mardi après-midi, Alexandre rentra chez lui avant l'heure prévue. Il gara la voiture, mais n'entra pas par la porte principale. Comme c'était devenu sa coutume secrète, il marcha en silence vers le jardin, cherchant cette dose de réalité que seule Sophie et ses enfants pouvaient lui donner. Ce qu'il vit l'arrêta de nouveau, mais pas par le choc, mais par la leçon. Ils étaient assis en cercle sur une vieille couverture dans l'herbe. Il n'y avait pas de jouets électroniques, pas de tablettes, pas les cadeaux chers qu'Alexandre avait l'habitude d'acheter pour compenser son absence. Il y avait du carton, des boîtes de carton vides, de la colle, des ciseaux et des peintures. « Mais il est cassé, Sophie », se plaignait Lucas, tenant un robot jouet qui avait coûté 100 € à Alexandre la semaine précédente. Le robot manquait un bras. « Papa, il peut en acheter un autre ?» Jette celui-ci à la poubelle. Alexandre se tendit derrière le buisson. C'était la mentalité qu'Augusta leur avait inculquée. Si quelque chose est cassé, on le jette. Si quelque chose est imparfait, ça ne sert à rien. C'est la mentalité des riches vides. Sophie secoua doucement la tête, prenant le jouet cassé des mains de l'enfant. « Lucas, regarde-moi, » dit-elle avec douceur. « Les choses ne se jettent pas juste parce qu'elles sont blessées. Si tu te casses un bras, est-ce qu'on te jette à la poubelle et on cherche un autre enfant ?» Les yeux de Lucas s'ouvrirent comme des soucoupes. « Non !» cria l'enfant horrifié. « Exactement !» sourit Sophie. « Avec les jouets et avec les gens, c'est pareil. Quand quelque chose se casse, on le répare. On lui donne de l'amour. On met de la colle et parfois la cicatrice où ça s'est cassé le rend plus fort et plus spécial, parce qu'il raconte une histoire. » Sophie prit un peu de ruban adhésif et un morceau de carton peint en argent. Avec une patience infinie, elle aida Lucas à construire un nouveau bras pour le robot, un bras bionique en carton qui avait l'air rustique mais génial. « Regarde !» s'exclama Léo en applaudissant. « Robot fort, maintenant tu vois, » dit Sophie en lui rendant le jouet. « Maintenant il est unique. Personne au monde n'a un robot avec un bras en argent fait par toi. Ça vaut plus qu'un nouveau du magasin. L'argent achète des choses, Lucas. Mais l'amour et le temps sont ce qui fait que les choses valent la peine. » Alexandre sentit les mots se planter dans sa poitrine comme des dards. Il avait passé 3 ans à jeter sa vie brisée, essayant d'en acheter une nouvelle avec le travail et le succès, au lieu de s'asseoir pour réparer son cœur. Il avait essayé de remplacer la mère de ses enfants par des cadeaux, au lieu de coller les morceaux avec du temps et de la présence. Il se regarda les mains de millionnaires qui savaient signer des chèques, mais qui ne savaient pas réparer un jouet. Il se sentit pauvre, immensément pauvre à côté de cette femme qui n'avait rien matériellement, mais qui possédait une sagesse millénaire. Il sortit de sa cachette. Cette fois, les enfants ne s'effrayèrent pas en le voyant. « Papa !» crièrent-ils en chœur. Il n'y avait plus de peur, il y avait de l'attente. Alexandre s'approcha du cercle, desserra sa cravate et s'assit sur la couverture,
croisant ses longues jambes en costume. « Ce robot est incroyable », dit Alexandre en prenant le jouet. « Mais je crois qu'il a besoin d'un copilote. » Il regarda Sophie. Elle soutint son regard, et Alexandre vit une lueur d'approbation dans ses yeux sombres, qui le rendit plus fier que n'importe quel prix d'entreprise. « Tu m'apprends » demanda Alexandre à Sophie, et la question avait un double sens que tous deux comprirent. Il ne parlait pas de bricolage, il parlait de vivre. « Tu m'apprends à être père ? Tu m'apprends à être à nouveau humain ? Prenez la colle, monsieur, sourit-elle, lui passant un flacon collant. Mais attention, ça tâche. Qu'importe si ça tâche, répondit-il en prenant le flacon. Qu'importe si ça tâche tout ce qu'elle veut. Pendant les semaines suivantes, l'école de Sophie continua. Alexandre apprit que la nourriture a meilleur goût quand elle est préparée ensemble dans la cuisine, se remplissant de farine, que lorsqu'elle est servie par un chef en silence. Il apprit qu'un conte lu avec des voix drôles vaut plus que le meilleur système de cinéma maison. Il apprit à écouter les silences de Léo et les questions incessantes de Lucas. Et tandis qu'Alexandre s'humanisait, quelque chose d'autre commença à se produire. Il commença à regarder Sophie non seulement comme la sauveuse de ses enfants, mais comme la femme qu'elle était. Il voyait comment le soleil lui donnait sur la peau, comment elle formait des fossettes quand elle riait, la force tranquille de ses mains. Une nuit, après avoir couché les enfants, ils se retrouvèrent dans la cuisine. Sophie lavait des verres, bien que ce ne fût pas son travail. Alexandre entra cherchant de l'eau, ou peu, être elle. « Merci », dit-il appuyé contre l'îlot de marbre. « Pourquoi, monsieur ? Pour m'avoir rendu ma maison. Avant, ce n'était qu'un bâtiment cher, maintenant c'est une maison. » Sophie s'essuya les mains et se tourna. La distance entre eux était courte, chargée d'une nouvelle électricité, dangereuse, mais inévitable. « Vous aviez l'amour là-dedans, monsieur Alexandre. » Il était juste poussiéreux. Alexandre fit un pas vers elle. Il voulait lui dire qu'elle était celle qui avait nettoyé cette poussière. Il voulait lui dire qu'il n'imaginait plus la vie sans son rire dans les couloirs. Mais le moment fut brisé quand le téléphone de la maison sonna strident et aigu dans le silence de la nuit. Alexandre répondit. C'était la sécurité de l'entrée. « Monsieur, excusez-la pour l'instant. Il y a une patrouille de police à la porte. Ils disent qu'ils ont reçu un appel d'urgence de cette adresse. Un rapport de vol. » Le sang d'Alexandre se glaça. Il regarda Sophie, qui le regardait avec une curiosité innocente. « Vol », répéta Alexandre. « Il ne s'est rien passé ici. » « Ils disent que l'appel a été passé par Madame Dubois, » répondit le garde. Alexandre raccrocha le téléphone lentement. La paix des 2 dernières semaines se désintégra en une seconde. Le piège s'était activé. Augusta n'était pas restée inactive. Elle avait attendu le moment parfait pour frapper là où ça faisait le plus mal. Il regarda Sophie, qui était toujours là, lumineuse et tranquille, sans savoir que la tempête était sur le point d'entrer par la porte pour tenter de la détruire. Le piège de la vipère. Alexandre raccrocha le téléphone, sentant son sang se glacer dans ses veines. La chaleur de la cuisine, ce petit refuge de normalité qu'il venait de partager avec Sophie, s'évanouit instantanément, remplacé par un air glacial et sinistre. Il regarda Sophie. Elle était toujours là, s'essuyant les mains avec un torchon, un faible sourire encore dessiné sur ses lèvres, complètement inconsciente de la tempête qui était sur le point de faire tomber son monde. « Il se passe quelque chose de mal, monsieur ?» demanda-t-elle, remarquant la pâleur soudaine sur le visage de son patron. « Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Restez ici, Sophie, » ordonna Alexandre d'une voix tendue, ignorant sa question. « Ne sortez pas de la cuisine, s'il vous plaît. » Alexandre sortit en trombe vers le hall principal. Ses pas résonnèrent avec urgence sur le marbre, mais il arriva trop tard. La porte principale, cette immense structure de bois sculpté qui était autrefois une barrière contre le monde extérieur, était déjà grande ouverte. Les lumières bleues et rouges de la patrouille tournaient dehors, projetant des ombres violentes et dansantes sur les murs du manoir, tachant l'élégance de la maison avec la couleur de l'urgence. Sur le seuil, debout comme une statue de la vengeance, se tenait Madame Dubois. Elle portait un peignoir de soie noire et tenait un mouchoir en dentelle contre son nez, feignant un pleur que ses yeux secs et calculateurs démentaient. Face à elle, 2 officiers de police au visage sévère écoutaient attentivement. « C'est un scandale !» sanglotait Augusta, avec une théâtralité parfaite. Ce bijou était la dernière chose qu'il me restait de ma pauvre fille décédée. Un collier de diamants unique. Et il a disparu aujourd'hui. Juste aujourd'hui. « Augusta, qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» rugit Alexandre, faisant irruption sur la scène. Il s'interposa entre sa belle-mère et les policiers, respirant précipitamment. « Officier, il ne s'est rien passé ici. C'est une confusion domestique. Vous pouvez partir. » L'officier le plus grand,
Un homme corpulent dont la plaque brillait sous la lumière du lustre fit un pas en avant sans se laisser intimider par le costume cher ni par l'attitude de commandement d'Alexandre. « Monsieur, nous avons reçu une plainte formelle de vol de haute valeur, » dit l'officier d'une voix monotone. « La propriétaire de la propriété nous a permis l'accès. »« Je suis le propriétaire de cette propriété, » répliqua Alexandre, sentant la colère lui brouiller la vue. « Et je suis la victime, » interrompit Augusta en baissant son mouchoir pour révéler un sourire de vipère que seul Alexandre put voir. « Alexandre, je sais que tu as de l'affection pour la domesticité. C'est ta faiblesse, mais c'est sérieux. Mon collier de saphir et de diamants n'est pas dans mon écrin. Et la seule personne qui est entrée nettoyer ma chambre aujourd'hui, c'est cette femme. » Alexandre sentit une profonde nausée. C'était un mensonge. Sophie n'entrait jamais dans la maison d'amis, ni dans les chambres privées, sans permission explicite. C'était un piège si grossier, si cruel, qu'il semblait sorti d'un cauchemar. « Sophie n'est pas une voleuse, » dit Alexandre en plantant ses yeux dans ceux d'Augusta. « Et tu le sais. Retire ta plainte tout de suite, ou je te jure que je... Tu vas entraver la justice pour protéger une délinquante. Officier, j'exige qu'on fouille ses affaires. Si elle n'a rien à cacher, il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas ?» À ce moment, un bruit doux fit tourner toutes les têtes. Sophie se tenait à l'entrée du couloir qui menait à la cuisine. Elle avait entendu les cris. Son visage, auparavant illuminé par l'espoir, était maintenant cendreux. Ses grands yeux sombres allaient des policiers à Augusta et finalement à Alexandre, cherchant une explication, cherchant la sécurité. « Monsieur Alexandre. » Sa voix était un fil de peur. « Que se passe-t-il » Augusta se tourna vers elle et pointa d'un doigt accusateur, long et osseux, comme une sorcière de conte de fées maudissant la princesse. « Là, c'est la voleuse. Officier, faites votre travail. Cette femme a mes diamants. »« Madame, veuillez vous approcher » ordonna le policier, portant une main à sa ceinture près des menottes. Sophie fit un pas en arrière instinctivement. « Je n'ai rien pris. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien pris. » balbutia-t-elle, les larmes commençant à s'accumuler dans ses yeux. « Monsieur Alexandre, dites-leur qui je suis. » Alexandre voulut courir vers elle, voulut la sortir de là et la protéger, mais le deuxième officier s'interposa sur son chemin, levant une main pour l'arrêter. « Monsieur, gardez vos distances. Si vous interférez, vous serez arrêté pour entrave. Nous allons procéder à la fouille. » La froideur de la loi tomba sur la pièce. Augusta regardait la scène avec une satisfaction maladive. Elle avait calculé chaque mouvement. Elle savait qu'Alexandre, aussi puissant soit-il, ne pouvait pas se battre contre la preuve physique sur le moment. Elle avait besoin de détruire la réputation de Sophie devant lui et devant les enfants. « Apportez son sac », ordonna Augusta. Elle a toujours ce vieux sac sale accroché à l'entrée. Sûrement qu'elle y a caché le butin. Sophie regarda vers la petite table du hall où reposait son sac en toile, un objet humble qui détonnait avec le luxe du manoir. Ce sac contenait sa vie. Les photos de sa famille au Brésil, son billet de bus, quelques bonbons qu'elle achetait pour les enfants avec son propre argent. L'un des policiers prit le sac. Sophie sentit que son cœur était arraché. « Non, s'il vous plaît, ce sont mes affaires privées », supplia-t-elle, sentant l'humiliation de la pauvreté exposée devant l'autorité. « Si elle est innocente, elle n'a rien à craindre », dit Augusta d'une voix venimeuse. « Ou alors, les gouvernantes magiques font aussi des tours de disparition de bijoux ?» Alexandre serra les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Il savait que c'était un piège, mais il savait aussi que s'il essayait de les arrêter physiquement, il finirait menotté, et Sophie resterait seule à la merci. Mais la douleur de voir Sophie trembler, traitée comme une criminelle chez elle, était une blessure qui ne guérirait pas facilement. Le climax de tension. L'officier plaça le sac en toile sur la table de marbre du hall. Le contraste était douloureux, le tissu râpé et décoloré contre la pierre polie et brillante. D'un mouvement brusque et sans aucune délicatesse, le policier renversa le contenu du sac. Les affaires de Sophie tombèrent éparpillées. Il n'y avait pas de luxe. Un peigne en plastique rose, un chapelet en bois bon marché, un porte-monnaie avec quelques pièces, un paquet de biscuits à moitié mangés et une photo froissée de sa mère. L'intimité de sa pauvreté fut exposée sous la lumière implacable du lustre en cristal. Sophie sanglota, se couvrant la bouche avec les mains. Elle sentait le regard d'Augusta planté dans sa nuque, un regard qui la brûlait. Le policier commença à fouiller parmi les objets avec indifférence, bougeant le chapelet, ouvrant le porte-monnaie. « Il n'y a rien ici, madame », dit l'officier en regardant Augusta avec scepticisme. Alexandre lâcha l'air qu'il retenait. « Voilà », dit Alexandre avec force, faisant un pas en avant. « Il n'y a rien, Augusta. C'est le comble. Vous allez quitter cette maison ce soir même.
Officier, accompagnez cette dame à la sortie. Mais Augusta ne bougea pas. Son sourire ne vacilla pas. « Cherchez bien », dit-elle doucement dans les haut-parleurs. « Les voleurs sont astucieux. Cette femme a cousu une poche secrète. Je suis sûr. » Le policier fronça les sourcils mais obéit. Il reprit le sac en toile et palpait le fond. Il sentit un renflement. Sophie ouvrit les yeux avec terreur. Elle n'avait rien cousu. Elle n'avait pas de poche secrète. L'officier sortit un petit couteau et déchira l'intérieur du sac. Le son du tissu se déchirant fut sec et définitif, comme un coup de feu. De l'intérieur du sac, quelque chose tomba sur la table. Ce n'était pas un bonbon, ce n'était pas une pièce de monnaie, c'était un collier. Un lourd collier d'or blanc, incrusté de saphirs bleus et de diamants, qui scintillait violemment sous la lumière artificielle. Le bijou valait plus que ce que Sophie pourrait gagner en 10 vies de travail. Le silence qui suivit fut absolu, dense et terrifiant. Sophie regarda le bijou comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux qui venait d'apparaître parmi ses affaires. Elle secoua la tête, reculant, se heurtant contre le mur. « Ce n'est pas à moi », murmura-t-elle d'une voix brisée par la panique. « Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un l'a mis là. Monsieur Alexandre, croyez-moi. » Augusta lâcha un soupir théâtral de triomphe. « Voilà », cria-t-elle en pointant le bijou. « Je le savais. Une voleuse dans ma propre maison volant l'héritage de mes petits-enfants. » L'officier changea instantanément d'attitude. Le doute s'était dissipé. Il avait maintenant la preuve physique, le corps du délit. Il se tourna vers Sophie, plus comme un policier ennuyé, mais comme un agent de la loi face à un criminel confirmé. « Madame, mettez les mains derrière le dos », ordonna-t-il en sortant les menottes de métal. « Non !» Le cri d'Alexandre résonna dans tout le hall. Il se jeta vers la table, regardant le collier, puis sa belle-mère. « Tu l'as mis là. C'est un montage. » « Moi » Augusta porta la main à sa poitrine, offensée. « Alexandre, s'il te plaît, ne sois pas ridicule. Les preuves sont claires. Il était dans son sac, cousu dans son. Accepte que tu t'es trompé avec elle. C'est une vulgaire délinquante qui a profité de ton deuil pour nous piller. » Le son métallique des menottes, se fermant autour des fins poignets de Sophie, fut le son le plus triste qu'Alexandre ait jamais entendu. Clac, clac. Sophie ne résista pas, mais pleurait de manière inconsolable, la tête basse, vaincue non pas par la vérité, mais par le pouvoir. « S'il vous plaît, mes enfants, ne me laissez pas vous voir ainsi, » supplia-t-elle dans un murmure, plus inquiète du traumatisme des petits que de sa propre liberté. Mais il était trop tard. Du haut du grand escalier en colimaçon, des pas petits et rapides se firent entendre. Sophie. La voix endormie de Lucas brisa le cœur de tous les présents. Les 5 enfants étaient là en pyjama, se frottant les yeux, réveillés par les cris. Ils se tenaient sur le palier, regardant en bas. Ce qu'ils virent fut un cauchemar. Leur chère Sophie, leur maman haut, entourée de policiers géants, les mains attachées dans le dos, pleurant, et leur grand-mère Augusta debout avec un visage de victoire. « Sophie !» cria Léo en descendant un escalier, la panique déformant son petit visage. « Enfants, retournez au lit !» hurla Alexandre, désespéré de les protéger de l'image, mais c'était inutile. Augusta profita du moment pour donner le coup de grâce, la leçon cruelle qu'elle voulait impartir. Elle regarda en haut, vers ses petits-enfants, et parla d'une voix claire et dure. « Regardez bien, enfants. Regardez ce qui arrive quand on fait confiance à des gens qui ne sont pas de votre rang. Votre chère gouvernante est une voleuse. Elle nous a volés. La police l'emmène en prison, là où appartiennent les criminels. Vous ne la reverrez plus jamais. » La phrase tomba comme une guillotine. Les enfants commencèrent à pleurer et à crier, un chœur de douleur pure qui remplit le manoir. Léo essaya de descendre en courant, mais Lucas le retint, tous deux pleurant, voyant les policiers commencer à pousser Sophie vers la porte. « Ne l'emmenez pas, elle est bonne !» criait l'un des jumeaux. Sophie se tourna une dernière fois vers Alexandre pendant qu'on la poussait. Ses yeux étaient rouges, pleins de douleur, mais aussi d'une supplication silencieuse. « Prenez soin d'eux. Ne laissez pas celle-ci gagner. » Alexandre resta paralysé une seconde, regardant la seule lumière qu'avait eue cette maison être emportée. Il vit le sourire de satisfaction d'Augusta, qui se recoiffait déjà, comme si elle venait de jeter les ordures. La colère qu'Alexandre ressentit à ce moment-là ne fut pas chaude et explosive. Elle fut froide, elle fut absolue. Ce fut la clarté d'un homme qui réalise que les règles du jeu ont changé. Augusta avait franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour. Elle avait blessé ses enfants pour gagner une dispute. « Emmenez-la », dit Alexandre au policier d'une voix étrangement calme. Sophie le regarda, dévastée, pensant qu'il l'avait aussi condamné. Augusta sourit, croyant avoir récupéré son gendre obéissant. Mais alors Alexandre sortit son téléphone portable de la poche de son pantalon.
Il ne regardait ni Sophie ni Augusta. Il regardait l'écran, le déverrouillant d'un doigt tremblant, mais décidé. « Emmenez-la », répéta Alexandre. « Mais n'allez pas très loin, car dans 5 minutes, cette patrouille devra revenir. Et cette fois, ce ne sera pas pour emmener la gouvernante. » Alexandre leva les yeux et planta son regard dans ceux d'Augusta. « De quoi parles-tu » demanda la vieille dame, perdant un peu de son arrogance en voyant l'expression de loup sur le visage d'Alexandre. « Tu parlais de preuves, Augusta », dit Alexandre en marchant vers le centre du salon, juste sous une petite et discrète coupole de verre au plafond. « Tu disais que la preuve est la seule chose qui importe. » Alexandre leva son téléphone et ouvrit une application. L'écran montra une grille d'images en direct. « Tu as oublié un détail, belle-mère. Il y a 3 jours après avoir vu les enfants jouer, j'ai fait installer des caméras de sécurité de dernière génération dans toute la maison, y compris le hall, et elles ont l'audio. La couleur disparut du visage de Madame Dubois si vite qu'elle ressembla à un cadavre. » Alexandre tourna le téléphone vers les policiers qui s'étaient arrêtés à la porte avec Sophie menottée. « Officier, attendez, avant de faire partir cette femme innocente. » Alexandre s'approcha des officiers et tendit le téléphone. L'écran brillait d'une clarté haute définition, illuminant les visages tendus des hommes de loi. « Regardez », ordonna Alexandre. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Le plus jeune officier lâcha le bras de Sophie et se pencha pour voir l'écran. Le policier principal fit de même. Sophie, les poignets toujours emprisonnés par le métal froid des menottes, étira le cou, retenant son souffle, priant en silence pour que ce petit appareil rectangulaire contienne la vérité que ses mots n'avaient pu prouver. Sur l'écran, la vidéo commença à jouer. La date et l'heure dans le coin supérieur droit marquaient 16h15 de cet après-midi même. L'image montrait le hall vide et silencieux. Alors, une silhouette entra dans le champ. Elle ne marchait pas avec l'élégance habituelle qu'elle affichait en public. Elle marchait furtivement, regardant sur les côtés avec des mouvements rapides et nerveux. C'était Madame Dubois. La caméra, discrètement située dans la moulure du plafond, capturait chaque détail avec une netteté cruelle. Dans la vidéo, Augusta s'arrêta devant la table où reposait le sac en toile de Sophie. Elle regarda vers la cuisine, s'assurant que la gouvernante était occupée. Puis, avec une rapidité pratiquée, elle plongea la main dans la profonde poche de son peignoir de soie. Les policiers observèrent hypnotisés comment la Augusta de l'écran sortait le collier de diamants et de saphirs. Ils virent comment elle ne le laissait pas simplement tomber dans le sac. Ils virent comment elle sortit une petite lime à ongles de son autre poche, déchira l'intérieur du sac en toile et poussa la gemme avec force vers le fond, s'assurant qu'elle resterait cachée, s'assurant qu'elle ressemblait à une cachette préméditée. Puis la Augusta numérique sourit. Un sourire laid, plein de malice pure, avant de lisser son peignoir et de quitter la scène aussi vite qu'elle était arrivée. Alexandre posa la vidéo juste au moment de ce sourire macabre. Il leva les yeux de son téléphone et regarda les officiers. « Voilà », dit Alexandre, d'une voix qui tremblait de colère contenue. Effraction, manipulation de preuves, fausse plainte et diffamation. Tout en 45 secondes de vidéo. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'officier corpulent, celui-là même qui avait menotté Sophie sans hésiter, leva lentement les yeux et planta son regard dans celui de Madame Dubois. Son expression avait radicalement changé. Le respect pour la dame de société s'était évaporé, remplacé par le mépris qu'un officier ressent lorsqu'il réalise qu'il a été utilisé comme un pion dans un jeu sale. « Madame », dit l'officier d'une voix grave. Augusta recula, se heurtant contre la table de marbre. Son visage était décomposé, pâle comme la cire. Le masque de grand-mère inquiète était tombé, révélant la peur nue. « C'est faux !» hurla Augusta, pointant le téléphone d'un doigt tremblant. « C'est un truc. Aujourd'hui, on fait des vidéos fausses avec des ordinateurs. Mon gendre me déteste. Il veut prendre ma fortune. Il a édité ça. La vidéo est téléversée sur le cloud en temps réel. Augusta, coupa Alexandre, implacable. Elle a un horodatage certifié. Pas d'édition. Pas de trucage. Juste toi et ton venin. » L'officier principal soupira, sortant une petite clé de sa ceinture. Il se tourna vers Sophie. « Mes excuses les plus sincères, mademoiselle », murmura le policier avec un ton de honte authentique. « Nous avons procédé trop vite. » D'un clic doux, les menottes s'ouvrirent. Sophie sentit le métal se séparer de sa peau et lâcha l'air qu'elle retenait depuis des minutes dans un sanglot étouffé. Ses mains retombèrent sur les côtés, libres. Elle se frotta les poignets où la peau était rouge, mais la douleur physique n'était rien comparée au soulagement immense qui inondait sa poitrine. Alexandre n'attendit pas. Au moment où les menottes tombèrent, il raccourcit la distance entre eux.
Il ne se soucia pas de la présence de la police, ni du regard venimeux de sa belle-mère. Il prit les mains de Sophie entre les siennes. Ses grandes mains chaudes enveloppèrent les siennes, froides et tremblantes. « Pardon », murmura Alexandre en la regardant dans les yeux avec une intensité qui fit disparaître le reste du monde. « Pardon d'avoir permis que cela aille aussi loin. Je n'aurais jamais dû laisser cette femme entrer dans nos vies. » Sophie leva les yeux remplis de larmes, et vit l'homme derrière le costume. Elle vit le protecteur. « Vous m'avez sauvé », répondit-elle dans un murmure. « Vous m'avez toujours cru, dit-il. Dès que j'ai vu comment mes enfants te regardent, j'ai su qui tu étais et j'ai su qui elle était. » Du haut de l'escalier, un cri brisa l'intimité du moment. « Sophie !» Les enfants, qui avaient observé toute la scène dans un silence terrifiant, en voyant Sophie libre, descendirent en courant les escaliers comme un avalanche de pyjamas colorés. Ils ignorèrent leur grand-mère, ignorèrent la police. Ils se jetèrent sur Sophie et Alexandre, les embrassant, créant un bouclier humain autour d'eux. « Je savais que tu n'étais pas mauvaise », pleurait Lucas, serrant la taille de Sophie. « Grand-mère menteuse », cria Léo, pointant Augusta du regard depuis la sécurité des bras de son père. Cette phrase, « grand-mère menteuse », dite par l'enfant qui avait été muet à cause d'un traumatisme, fut la sentence finale. La descente de la méchante. Madame Dubois était acculée. Physiquement, elle était contre la table du hall. Moralement, elle était au fond du gouffre. Mais les gens comme Augusta, habitués à avoir le pouvoir absolu pendant des décennies, n'acceptent pas la défaite avec dignité. Ils l'affrontent avec fureur. En voyant ses petits-enfants la rejeter et embrasser la servante, quelque chose se brisa à l'intérieur de la vieille dame. La façade de civilité se désintégra complètement. « Ne me touchez pas !» hurla Augusta quand l'un des officiers tenta de lui demander de se calmer. « C'est ma maison. Ma fille a construit cette famille et toi. » Elle pointa Alexandre avec une haine viscérale. « Tu craches sur sa mémoire. Tu la remplaces par cette clocharde qui ne sait même pas utiliser ses couverts. » Alexandre se sépara doucement de l'étreinte des enfants, les laissant aux soins de Sophie. Il se tourna vers Augusta. Son visage ne montrait plus de colère. Il montrait quelque chose de bien pire pour elle, une indifférence absolue. « Ta fille, » dit Alexandre d'une voix glaciale, « vomirait de honte si elle te voyait aujourd'hui. Elle aimait ses enfants. Toi, tu ne t'aimes que toi-même et ton statut. Je suis la seule qui maintient l'honneur de ce nom, » rugit Augusta, se recoiffant les cheveux en désordre avec des mains frénétiques. « Sans moi, ils deviendront des sauvages. Regarde-les s'embrasser avec la domesticité comme s'ils étaient égaux. »« Ils sont égaux, Augusta, » dit Alexandre en faisant un pas vers elle, la forçant à le regarder dans les yeux. « En fait, Sophie a plus de classe dans son petit doigt sale de terre que toi dans tout ton corps couvert de diamants volés. » L'officier de police s'éclaircit la gorge, interrompant la tension familiale. « Monsieur Alexandre, vu la vidéo, nous avons une cause probable pour arrêter Madame Augusta pour fausse déclaration et altération de preuves. Souhaitez-vous procéder ?» La question resta en suspens. Arrêter la grand-mère, la menotter. Ce serait le scandale du siècle dans la haute société. Augusta pâlit, réalisant que son immunité sociale venait de s'évaporer. Elle regarda Alexandre avec terreur, attendant le coup de grâce. Alexandre regarda ses enfants. Il vit leur visage effrayé. Il ne voulait pas que leur dernier souvenir de leur grand-mère soit de la voir traînée par la police. Il ne voulait plus de traumatisme. Il voulait la paix. « Non », dit Alexandre sans quitter Augusta du regard avec mépris. « Je ne veux pas que mes enfants voient ça. Ça ne vaut pas le coup de faire les démarches. » Augusta lâcha un soupir de soulagement, un sourire arrogant commençant à se former sur ses lèvres, pensant qu'elle avait gagné par lui. « Qu'est-ce que diront-ils ?»« Je savais que tu n'oserais pas, Alexandre. »« Tu te trompes, » la coupa Alexandre. « Je ne te dénoncerai pas parce que je ne veux plus perdre une seconde de ma vie à cause de toi. Mais écoute-moi bien, Augusta. Tu as 10 minutes. »« Quoi ?» Le sourire d'Augusta se figea. « Et dans 10 minutes, » répéta Alexandre en regardant sa montre, « pour aller à la maison d'amis, prendre tes affaires essentielles et déguerpir de ma propriété. J'enverrai tes valises et tes meubles demain où tu veux. Mais toi, physiquement, tu pars aujourd'hui. Tu ne peux pas me virer. J'ai des droits. Je suis la grand-mère. Si dans 10 minutes tu es toujours là, » continua Alexandre en baissant la voix à un ton létal, « alors je donnerai la vidéo au procureur. Et pas seulement pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je demanderai un audit des comptes de la fondation que tu gères au nom de ma femme. Et nous savons tous les deux qu'il y aura aussi des irrégularités, n'est-ce pas ?» La couleur disparut définitivement du visage d'Augusta. Le chantage émotionnel avait pris fin. C'était maintenant une guerre nucléaire, et Alexandre avait le bouton rouge. Elle savait que ses manigances financières ne résisteraient pas à une inspection. Elle était vaincue.
totalement et absolument vaincue. « Tu es une ingrate » cracha-t-elle, mais sa voix n'avait plus de force. C'était le sifflement d'un serpent agonisant. Elle se tourna vers les enfants, tentant une dernière manipulation désespérée. « Enfants, venez voir grand-mère. Votre père est devenu fou. Venez, je m'occuperai de vous. » Les 5 enfants ne bougèrent pas. Lucas, l'aîné, prit la main de Sophie et la serra fort. Léo cacha son visage sur la jambe de son père. Le rejet fut total. Le silence des enfants cria plus fort que n'importe quelle insulte. Augusta sentit le coup. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle était seule. Elle n'avait pas de famille. Elle n'avait que des bijoux et de la fierté. Et les deux étaient de froides compagnes pour la vieillesse. « Bien, dit-elle, les larmes de rage dans les yeux. Restez dans votre masure, restez avec votre servante, mais quand vous serez fatigué de jouer à la petite maison pauvre et que vous réaliserez ce que vous avez perdu, ne venez pas me chercher. » Augusta fit demi-tour. Elle marcha vers la porte en essayant de garder sa dignité, mais ses pas étaient maladroits. Les officiers de police l'escortèrent, s'assurant qu'elle respectait l'ordre d'expulsion. La porte principale se referma derrière elle avec un bruit lourd et définitif. Clac. Le son résonna dans le hall, mais cette fois, il n'y eut pas d'écho de solitude. Alexandre resta à regarder la porte fermée pendant quelques secondes, sentant comme un poids de tonnes s'enlever de ses épaules. La méchante était partie. L'ombre qui obscurcissait la maison s'était dissipée. Il se retourna vers sa famille. Sophie était toujours à genoux par terre, entourant les 5 enfants, les calmant, leur murmurant que tout allait bien, que le monstre n'était plus là. Alexandre s'approcha d'eux, desserra sa cravate, enleva sa veste et la jeta sur une chaise Louis XV d'une valeur inestimable sans même la regarder. Il s'agenouilla à côté d'eux. « Elle est partie », dit Alexandre doucement. « La peur est finie. » Sophie leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Au milieu du chaos, de l'adrénaline et de la douleur, quelque chose de nouveau était né, une promesse silencieuse. « Merci », dit Alexandre en prenant la main de Sophie une fois de plus, cette fois sans intention de la lâcher bientôt. « Merci de ne pas abandonner avec nous. »« La famille n'abandonne pas, monsieur », répondit-elle avec un sourire fatigué mais radieux. « Et même si on m'avait emmené, mon cœur restait ici. » Alexandre sourit. « Eh bien maintenant, le reste de toi reste aussi pour toujours. » Les enfants applaudirent, brisant la tension par des rires nerveux mais heureux. Et dans ce hall en marbre froid, pour la première fois, la chaleur d'un véritable foyer se fit sentir. La résolution finale et la renaissance. Le son du verrou de la porte principale se fermant fut le son le plus doux qu'Alexandre ait entendu depuis des années. Ce ne fut pas un coup sec, ce fut comme le soupir final d'une bête chassée de la tanière. Le silence qui inonda le hall n'était plus le silence oppressant d'un mausolée, froid et exigeant. C'était un silence chaud, le genre de quiétude qui reste après un orage d'été, quand l'air sent la terre mouillée et la propreté. Alexandre posa son front contre le bois sculpté de la porte une seconde, fermant les yeux. Il sentait l'épuisement physique de l'adrénaline quitter son corps, lui laissant les genoux un peu faibles, mais le cœur étrangement léger. Augusta était partie. L'ombre qui avait obscurci chaque coin de cette maison, chaque souvenir de sa femme, chaque tentative de bonheur de ses enfants s'était enfin dissipée. En se retournant, la scène qu'il trouva le désarma. Sophie était toujours par terre, entourée des 5 enfants, mais il ne pleurait plus de peur. C'étaient maintenant des pleurs de libération, de soulagement. Lucas caressait les cheveux de la gouvernante comme pour s'assurer que c'était réel, qu'elle n'avait pas disparu. Léo était blotti sur son giron, le pouce dans la bouche, mais les yeux grands ouverts et brillants, surveillant la porte pour s'assurer que la sorcière ne reviendrait pas. « Monsieur Alexandre », dit Sophie en essayant de se lever, lissant sa robe froissée et sale de la journée dans le jardin. « Excusez le désordre. Je vais ranger ça et préparer le dîner. Les enfants doivent avoir faim. L'inertie du service. » Même après le traumatisme, son instinct était de servir, de nettoyer, de disparaître dans la fonctionnalité. Alexandre traversa le hall en 3 longues enjambées et l'arrêta, posant une main douce sur son épaule. « Non », dit-il. Sophie le regarda, confuse, la peur brillante encore au fond de ses pupilles. « Non, mais monsieur, la cuisine est... »« Tu ne vas pas cuisiner, Sophie, et tu ne vas pas nettoyer. » Alexandre regarda le sac en toile déchiré sur la table, le symbole de la violation de son intimité. « Aujourd'hui, tu es l'invité d'honneur dans cette maison. » Alexandre s'accroupit pour être à la hauteur de ses enfants. « Qui veut de la pizza ?» demanda-t-il avec un sourire complice. Les yeux des 5 enfants s'ouvrirent comme des soucoupes. Pizza. La grand-mère Augusta avait interdit la nourriture rapide, sous peine de châtiment sévère. Dans cette maison,
On ne mangeait que du poisson vapeur et des légumes sans goût. « Vraiment, papa ?» demanda Lucas incrédule. « Avec du fromage en extra. »« Avec tout en extra », affirma Alexandre en se levant et en sortant son téléphone. « On va la manger dans le salon. » Par terre, en regardant des dessins animés. Un cri de joie collectif éclata dans le hall, effaçant les dernières traces de la tension policière. Ce soir-là, le manoir du silence mourut officiellement. Le salon, avec ses canapés en cuir italien que personne ne pouvait toucher, se transforma en un campement. Boîtes à pizza grasses sur la table basse en verre, verres de soda, autre interdiction levée et passant de main en main. Le téléviseur géant, qui ne servait qu'à regarder les informations financières, projetait des couleurs vives de dessins animés. Alexandre était assis sur le tapis persan, la cravate jetée dans un coin, mangeant un morceau de pizza avec les mains. Il regardait ses enfants, les voyait rire la bouche pleine, se salir leur pyjama de sauce tomate, se battre pour le dernier morceau de pepperoni, et au milieu de tout ça, Sophie. Elle riait avec eux, mais de temps en temps son regard cherchait celui d'Alexandre. Et dans ce croisement de regards, il y avait une conversation silencieuse de 1000 mots. « Merci. Nous sommes en sécurité. C'est réel. » Quand les enfants finirent par tomber épuisés, endormis les uns sur les autres comme des chiots fatigués, la maison resta dans une paix profonde. Alexandre porta Léo et les jumeaux dans leur lit. Sophie emmena les aînés. Ils se retrouvèrent dans le couloir du 2e étage, sous la lumière tamisée des lampes murales. « Vous devriez aller vous reposer, monsieur, » murmura Sophie. « Ça a été une longue journée. » Alexandre hocha la tête, mais ne bougea pas. « Sophie, à propos de ce que j'ai dit en bas. » Elle baissa les yeux, nerveuse. « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je sais que vous l'avez dit pour effrayer votre belle-mère. Je n'attends rien. Je connais ma place. » Alexandre fit un pas vers elle, envahissant doucement son espace, la forçant à lever les yeux. « Ta place !» dit-il d'une voix ferme et grave. « Ce n'est plus le quart de service. » Sophie retint son souffle. « Monsieur, je vais vous payer une indemnité, » dit Alexandre, voyant sa panique. Le cœur de Sophie s'arrêta une seconde. Il la renvoyait. « Je vais te liquider en tant que gouvernante, » clarifia-t-il rapidement, « car je ne peux pas te payer pour aimer mes enfants. Ça n'a pas de prix. Je veux que tu restes, mais pas comme employé. Je veux que tu restes comme partie de ça. » Partie de quoi? De cette famille que nous essayons de reconstruire. Alexandre passa la main dans ses cheveux, nerveux comme un adolescent. « Je ne sais pas ce que nous sommes, Sophie. Je ne sais pas ce qui se passera demain. Je sais juste qu'aujourd'hui, quand je t'ai vu menotter, j'ai senti qu'on m'arrachait la vie et je ne veux plus jamais ressentir ça. » Sophie sourit. Une larme solitaire roula sur sa joue. « Je ne veux pas partir non plus, Alexandre. » Ce fut la première fois qu'elle l'appela par son nom, sans le monsieur. Et ce simple changement de mots fit tomber la dernière barrière entre le monde des riches et le monde des sentiments. Alexandre lui prit la main et la baisa doucement, non pas comme un galant de telenovela, mais avec la dévotion d'un homme qui a trouvé de l'eau dans le désert. « Bonne nuit, Sophie. Bonne nuit, Alexandre. » Épilogue. 1 an plus tard, la moisson de l'amour. Le soleil tropical brillait avec la même intensité que ce jour fatidique, mais tout le reste avait changé. Le jardin arrière du manoir ne ressemblait plus à un magazine d'architecture minimaliste, il ressemblait maintenant à un vrai jardin. Il y avait une cabane dans l'arbre un peu de travers construite dans le vieux chêne, œuvre d'Alexandre et de Lucas, avec plus d'enthousiasme que de compétences techniques. Il y avait des buts de football avec le filet cassé. Il y avait des vélos jetés sur la pelouse. Il y avait de la vie. Alexandre était à côté du barbecue avec un tablier qui disait « Le chef de la viande en train de retourner des hamburgers ». Il ne portait plus de costume le dimanche. Il portait un short et un polo et semblait 5 ans plus jeune. Les cernes avaient disparu, remplacées par des rides autour des yeux, marque de celui qui rit souvent. « Papa, Léo est en train de me mouiller » cria l'un des jumeaux en courant vers lui. « C'est de la légitime défense » cria Léo, qui maintenant à ses 4 ans ne s'arrêtait pas de parler une seconde. Il courait avec un pistolet à eau, poursuivant ses frères avec une dextérité tactique impressionnante. Alexandre rit en retournant la viande. « Réglez ça sur le terrain » leur cria-t-il sans cesser de sourire. La porte de la cuisine s'ouvrit et Sophie sortit. Elle portait une simple robe d'été jaune qui faisait ressortir sa peau bronzée et ses cheveux sombres. Dans sa main, elle n'avait pas de tuyau ni de chiffon de nettoyage. Elle tenait un plateau avec de la limonade. Et à son annulaire brillait une bague. Ce n'était pas un diamant ostentatoire comme ceux qu'Augusta aimait. C'était une émeraude, verte comme l'espoir, verte comme le jardin où tout a commencé. Elle marcha vers Alexandre, et il laissa les pinces du barbecue pour l'entourer d'un bras et lui donner un baiser rapide sur la joue. « Ça sent bon »
dit-elle, en appuyant sa tête sur son épaule. « Ça sent le foyer », répondit-il. Soudain, le son d'une voiture s'arrêtant dans le gravier de l'allée attira leur attention. Mais personne ne se tendit, personne ne ressentit de peur. C'était le facteur. « Des nouvelles d'elle » demanda Sophie d'une voix basse, connaissant la réponse. Alexandre secoua la tête, son expression devenant un peu plus sérieuse mais pas triste. L'avocat dit qu'elle vit sur la côte, dans un petit appartement, seule. Elle a essayé de demander le divorce plusieurs fois pour des droits de visite, mais les juges ont vu la vidéo et vu les rapports psychologiques des enfants. Elle n'a aucune chance. « C'est triste », dit Sophie en regardant les enfants jouer. Elle avait tout l'argent du monde, mais elle a choisi d'être pauvre de cœur. « Nous avons gagné », dit Alexandre en serrant Sophie contre lui. Elle a gardé son orgueil. Nous avons gardé la joie. « À table !» cria Sophie. Et la ruée de 5 enfants affamés interrompit la philosophie. Ils s'assirent tous autour de la grande table en bois qu'Alexandre avait fait installer sous la pergola. Il n'y avait plus de silence gênant, il y avait du bruit, des histoires de l'école, des blagues nulles de Lucas, du lait renversé. Alexandre regarda la scène. Il se rappela l'homme qu'il était il y a un an, abattu, seul dans sa voiture de luxe, craignant d'entrer dans sa propre maison. Et il regarda l'homme qu'il était aujourd'hui, taché de charbon, entouré de cris, aimant une femme qui lui avait appris que la richesse n'est pas dans la banque. Il prit son verre de limonade et le leva. « Un toast », dit Alexandre. Les enfants levèrent leur verre en plastique et Sophie leva le sien. « À quoi trinquons-nous, papa ?» demanda Léo de sa petite voix curieuse. Alexandre regarda Sophie dans les yeux, puis ses enfants. « À l'eau » dit Alexandre en souriant. « À l'eau qui nettoie tout et à la femme qui a apporté la pluie. »« Santé à maman eau » crièrent les enfants. Sophie rit, les yeux remplis de larmes de bonheur, tandis que le soleil se couchait, baignant la famille d'une lumière dorée et parfaite. Et cette fois, il n'y avait personne pour fermer la clé de passage. Le bonheur coulait enfin librement. Fin.